Et bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo de dossier du 29 janvier. Aujourd'hui on va parler de Kaspa. Kaspa, c'était une vidéo qui m'a été demandée quelques fois dans les commentaires, du coup je la fais. Et ça c'est normal parce que je le passe assez souvent dans mes analyses quotidiennes, puisque c'est tout simplement ma deuxième ligne dans mon portefeuille. Donc c'est une crypto dans laquelle j'ai beaucoup d'espoir. On commence avec des petits disclaimers. Évidemment, cette vidéo n'est pas que un investissement. Et l'objectif, ça va être simplement de vous donner envie d'aller faire vos propres recherches sur Kaspa. C'est un projet qui est très complexe. Je vais avoir du mal à tout vous expliquer extrêmement dans les détails en moins d'une demi-heure, on va dire. Donc l'objectif, ça va être juste pour ceux qui ont simplement entendu parler de la crypto, que vous compreniez un peu plus largement ce qu'est le projet, à quoi Kaspa sert très concrètement, et ensuite d'aller faire vos recherches de vous-même. Le titre de la vidéo, c'est Kaspa, le nouvel ETH. Moi, je pense que ça peut remplir un peu ce que ETH a fait durant ses premiers cycles, 2017 ou même peut-être 2020-2021. On va voir que ça répond aux mêmes besoins et selon moi, ça y répond mieux. Et c'est pour cette raison-là que je pense que Kaspa mérite un top 10 indéniable. Et encore une fois, selon moi, Kaspa rentre dans cette catégorie, dans ce club très fermé des cryptos qui vont survivre plusieurs cycles, plusieurs bull markets, plusieurs bear markets. Et je pense que dans 5-10 ans, Kaspa sera encore et toujours dans ce top 10, alors qu'à l'inverse, selon moi, Ethereum n'y sera plus. Donc on va commencer directement avec la map des cryptos. On est sur Kaspa, on voit que sur l'année, c'était une performance exceptionnelle. Tout simplement, il me semble que c'est la crypto qui a le plus performé en 2023, en tout cas si ce n'est pas la crypto, elle en fait partie très largement. Il me semble que ce pourcentage, il y a quelques mois, était aux alentours entre 2000 et 3000%, donc c'est énormissime, c'est des fois 30, alors qu'on était en train de sortir d'un bear market. Donc c'est une crypto qui a gagné en énorme popularité et qui est maintenant dans le top 40. Lorsqu'on va sur CoinGecko, on voit déjà une market cap qui est aux alentours des 2 milliards, 2,5 milliards de dollars. Donc c'est une assez grosse market cap. C'est important lorsqu'on veut avoir ou s'initier une ligne de Kaspa, c'est que c'est plus une toute petite market cap. Et voilà, on va pas viser le x100. C'est trop tard pour viser le x100. Moi, par exemple, dans mon portefeuille, j'ai un profil d'investisseur qui est assez risqué. Et donc Kaspa, selon moi, dans mon portefeuille, c'est une des lignes qui est la moins risquée, parce qu'on est déjà dans le top 40, et j'ai énormément confiance dans Kaspa. Ok. Niveau volume échangé, on est autour des 11 millions, c'est pas mal, mais c'est pas énorme comparé à la market cap. Mais bon, ça reste quand même une crypto qui est très dynamique. On ira voir le graphique juste après. Là, on va commencer par le fondamental et ensuite on va aller voir l'analyse graphique. On va essayer de regarder, de se mettre dans la peau de quelqu'un qui n'a pas de Kaspa en portefeuille. Est-ce que c'est le bon moment ou pas de s'initier, de commencer à se construire une ligne? Et à quel moment je vais vous dire, moi, je vais penser à vendre cette crypto et quel market cap je prévois, on va dire, pour le top de bull run. Donc là, on a la market cap de 2 milliards, 2,3 milliards. On a une offre en circulation de 22 milliards sur une offre maximale de 28 milliards. Kaspa, c'est quoi? Kaspa, c'est une blockchain, entre guillemets, je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est une blockchain Layer 1 qui fonctionne en Proof of Work. Les aspects dès le début qu'il faut préciser qui sont extrêmement importants selon moi, c'est que ça a été fair launch. Fair launch, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de venture capitaliste, il n'y a pas eu de pre-sale, il n'y a pas eu de seed, etc. Donc en gros, il n'y a pas eu de levée de fonds dans lesquels des investisseurs initiaux ont reçu une grosse quantité de jetons à un prix cassé tout simplement pour que l'entreprise lève des fonds et se développe. Et je pense que ça, c'est la marque de fabrique d'excellents projets et c'est assez rare dans l'écosystème. Généralement, dans l'écosystème, tous les, on va dire, les projets ERC20 lèvent des fonds et vont clairement donner 30-40% de toute la circulating supply à des investisseurs initiaux à un prix cassé qui vont ensuite, par la suite, selon ce qu'on appelle le vesting, ils vont dumper tous les tokens qu'ils ont eu dès le début sur les investisseurs retail comme vous et moi. Et généralement, ça fait une pression vendeuse de dingue. Donc Kaspa, c'est un très bon point déjà. Ça a été fair launch. C'est une layer 1. Et pourquoi je vous disais blockchain entre guillemets? Parce que c'est ce qu'on appelle un block DAG. Qu'est-ce qu'un block DAG? Ici, vous le voyez, on a ce qu'on appelle une blockchain, ça tout le monde le connaît. Comme Bitcoin par exemple, on a un bloc toutes les 10 minutes et ça, c'est un bloc par un bloc en ligne droite. Kaspa, l'innovation principale, c'est la révolution fondamentale, c'est dans la structure. C'est pas une blockchain, c'est ce qu'on appelle un block DAG où ça implémente une notion de parallélisme. Vous voyez que là, on a des nœuds ou des blocs, si vous préférez, mais c'est plus des nœuds qui vont se créer de manière parallèle, on va dire, si on prend une seconde, et qui vont être interconnectés, à l'inverse d'une blockchain qui, voilà, on voit bien les différences visuellement, mais qui est un bloc par un bloc. Donc ça va permettre de résoudre le problème de scalabilité que toutes les Layer 1 connaissent très bien. Je vais enchaîner sur le trilemme des blockchains. Le trilemme de la blockchain, pour ceux qui n'y sont pas familiers, c'est le trilemme qu'a inventé Vitalik Buterin. Il
a proclamé ce trilemme en disant qu'il était insolvable. Il est comporté de 3 piliers fondamentaux, qui est la scalabilité, la sécurité, et la décentralisation. Et on a Bitcoin qui est extrêmement décentralisé, extrêmement sécurisé, mais qui n'est pas scalable. En fait, ce trilemme dit que aucun projet ne peut résoudre ces 3 piliers-là, d'accord? Et c'est pour cette raison-là que des proof of stake, des Ethereum, des Solana, des EGLD, etc. ont été créés. C'est pour devenir scalable, mais moins décentralisé et moins sécurisé. Parce que la réelle innovation de la blockchain, la réelle révolution des crypto-monnaies, c'est du proof of work. Oui, c'est Bitcoin, mais Bitcoin, on va dire, c'était le proof of concept. La vraie première révolution, c'est le proof of work. Et le proof of stake, ça a simplement été pour créer un network qui a été scalable à défaut de la décentralisation et de la sécurité. Kaspa, dès qu'on arrive sur la page d'accueil, tout de suite, ça frappe fort, mais c'est vraiment pour dire que Kaspa, c'est le réseau le plus rapide, open source, donc tout le monde a accès au code, tout le monde a pu vérifier le code, et tout le monde peut faire des hard forks et peut utiliser le code à sa manière, comme Bitcoin par exemple. Donc c'est la plus rapide, l'open source, la plus décentralisée, enfin elle est décentralisée, et complètement scalable, layer 1, proof of work, très important dans le monde. Donc en gros, ça, la phrase en français elle veut dire je résous le trilemme de la blockchain. Et ça, c'est une révolution majeure parce que c'est la première crypto. Tout le monde avait prétendu résoudre ce trilemme-là, sauf que ce trilemme, tu ne peux pas le résoudre si tu n'es pas en proof of work. Parce que si tu es en proof of stake, tu n'es pas décentralisé et tu n'es pas aussi sécurisé qu'en proof of work. Donc la réelle révolution des Kaspa, c'est ça. C'est la première blockchain, c'est le premier projet qui est en proof of work, qui résout et qui est scalable en même temps, grâce à la technologie qu'on vient de voir, qui est le bloc DAG, en gros. Également, là je vais vous interpréter mon interprétation de ce qu'est Kaspa, de la révolution de Kaspa. Là, on a le white paper du Bitcoin que Satoshi Nakamoto a publié il y a une petite quinzaine d'années, donc qui présentait le Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Donc, dans la vision de Satoshi Nakamoto, il voulait créer Bitcoin pour que ce soit un système d'échange de particulier à particulier de cash. Donc, en gros, quelque chose qu'on allait utiliser quotidiennement pour acheter sa baguette de pain, par exemple. Malheureusement, ou heureusement, c'est pas grave, mais Bitcoin ne remplit pas, Bitcoin a échoué à sa mission. Bitcoin, plus le temps passe et plus Bitcoin se dirige vers le chemin d'être l'or digital. Bitcoin, ça coûte cher, c'est extrêmement centralisé et c'est sa value, sa added value, sa valeur ajoutée, c'est de l'or digital. D'accord? Lorsqu'on a eu un petit peu de monde sur le Bitcoin, lorsqu'on veut faire une transaction, il fallait payer 60-70$ pour faire une transaction. C'est clairement beaucoup trop cher pour acheter une baguette de pain, évidemment. Donc Kaspa, selon moi, c'est ce que Satoshi Nakamoto a toujours voulu créer, un vrai peer-to-peer electronic cash system. Pourquoi? Parce qu'on a une finalité des transactions en moins d'une seconde. On va avoir jusqu'à 10 blocs par seconde très très bientôt. On va aller le voir plus tard, mais c'est inscrit dans la roadmap avec un objectif allant jusqu'à 100 blocs par seconde. Actuellement, on est à 1 bloc par seconde et on vise pour 32 blocs par seconde avec une vision à long terme de 100 blocs par seconde. C'est énormissime, d'accord? Et cette technologie, elle nous permettrait d'utiliser cette crypto de manière journalière pour faire nos transactions voilà, au jour le jour. Donc voilà pour le niveau tech, et on le sait que c'est grâce à la technologie du bloc DAG, etc. Et ici, on a le bloc DAG, la visualisation, voilà, pour les gens qui ont une mémoire visuelle, c'est assez prenant, moi ça m'impressionne. Et vous avez en temps réel les blocs de Kaspa qui sont créés. Donc je vous invite à aller voir celui de Bitcoin, hein, c'est pas du tout comme ça. Bitcoin, c'est entre 3 et 7 transactions par seconde, d'accord, avec un bloc toutes les 10 minutes. C'est très peu, mais c'est très sécurisé, décentralisé. Et bien là, on voit tout de suite la différence avec Kaspa, avec cette nouvelle technologie où les blocs sont interconnectés. Et tout simplement, il y a une finalité toutes les secondes. On voit que toutes les secondes, là, rien que depuis le temps que j'en parle, ça fait 15 secondes, et ben on a déjà dû faire passer 30 blocs. D'accord? Donc c'est extrêmement scalable. Ensuite, sur le site, je vous invite à aller continuer vos recherches si le projet vous plaît. Sur le site, il est très complet. On a ici tous les web wallets, etc. Je vais pas passer là-dessus, je pense que c'est très intuitif. Mettez-moi en commentaire si vous voulez que je vous aide là-dessus, mais je pense que ça devrait aller. Là, la vidéo, elle est vraiment plus axée sur la tech et la révolution qu'est Kaspa. Donc, niveau révolution technique que Kaspa permet, donc c'est des transactions hyper rapides. Comme je viens de le dire, c'est des finalités de sub-second, donc c'est en moins de 1 seconde. Donc c'est plus rapide que Visa, hein. Ça va vraiment très très vite. En moins d'une seconde, votre transaction va être acceptée et inscrite dans la blockchain. Donc confirmée instantanément, d'accord. Donc c'est scalable grâce à la technologie qu'on vient de dire, c'est un bloc DAG, c'est sécurisé parce que c'est du proof of work, donc c'est bien plus sécurisé que Ethereum, donc que toutes sortes de proof of stake, d'accord. La vraie révolution, encore une fois, c'est le proof of work, et donc voilà, c'est ce qu'on a dit, grâce à du proof of work. Très bien. Là, c'est ce que je voulais passer. Maintenant,
allons sur la roadmap. En tant qu'investisseur, c'est assez important. Imaginons qu'on veuille mettre de l'argent sur Caspa aujourd'hui, il faut qu'on s'imagine et qu'on regarde ce qui est prévu pour Caspa dans 1 an, 2 ans, et typiquement, on va dire, pour le top du bull run. Donc là, on a toutes les dernières mises à jour qui ont été apportées à Caspa, qui ont déjà été complétées. Je vous invite à aller les voir si ça vous intéresse. Mais on va maintenant s'intéresser à ce qui est en test. On avait le testnet 11, il y a, il me semble, c'était dimanche dernier. En gros, c'est quoi? C'est ce qui est testé sur le testnet, c'est le changement du langage de programmation de Casspa qui vient from Go, donc qui passe de Go à Rust. Donc Rust, c'est un langage de programmation qui est bien plus populaire chez les développeurs. Et donc ce changement va apporter à Casspa une meilleure performance et une meilleure scalabilité. D'accord? Et concrètement, comment est-ce qu'on le voit? En gros, ça va concrètement nous faire passer de 1 bloc par seconde à 10 blocs par seconde. Et l'objectif long terme, encore une fois, c'est de passer à 100 blocs par seconde. Donc c'est énorme. Hein. Déjà actuellement, moi je pense que lorsqu'on va arriver à 10 blocs par seconde, ce sera déjà suffisamment scalable. Parce qu'en réalité, pour l'instant, on n'a pas besoin de 100 blocs par seconde. Mais bon, ok. Et ici, bah non, en gros, ça veut dire la même chose, d'accord? Ensuite, l'autre point important de la roadmap, c'est intégrer Caspa sur Ledger. Ça, pareil, pour l'adoption de masse, c'est très important. Et j'espère qu'ils vont réussir à le faire avant la grande adoption du bull run, parce que ça, c'est un gros point fort, je pense, selon moi. Et ensuite, donc ça, c'est le Dark Knight, c'est un modèle de consensus. C'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus technique, mais encore une fois, niveau tech, c'est parfait. Ensuite, on l'a déjà dit, et finalement, encore là, on voit un peu plus long terme. Je pense que ça devrait arriver niveau 2025, ce serait top, qu'on l'aide déjà pendant ce bull run là. Mais comme je vous l'ai dit au début, Caspa, c'est une blockchain d'infrastructure, c'est une blockchain layer 1, et c'est quoi la raison de vivre d'une blockchain layer 1? C'est d'avoir un écosystème construit dessus. Donc en gros, des smart contracts. Quand on voit, si on pouvait avoir des smart contracts sur Bitcoin, tout le monde le ferait, sauf qu'on ne peut pas. Et donc si on peut avoir un écosystème et des smart contracts sur une blockchain décentralisée, sécurisée, proof of work et scalable, comme Caspa, et ben là, en gros, on n'aurait plus besoin d'Ethereum. Et c'est pour ça que le titre, je vous l'ai dit, mais c'est un top 10 pour moi logique, et c'est un Ethereum killer. Le vrai, c'est Caspa. Parce que le jour, on pourra faire de la DeFi sur Caspa, mais qui va utiliser Ethereum? Ça coûte 100 balles pour faire un swap, ça coûte cher, c'est centralisé un petit peu, et c'est pas sécurisé, d'accord? Donc voilà, tout simplement. Et donc ça, on l'attend. Et la vraie finalité de Caspa, ça va être d'implémenter des smart contracts avec le langage de programmation Rust. Et donc là, une fois que ce sera ça, je pense que ce sera absolument parfait. Mais en revanche, ce n'est pas pour tout de suite, parce que c'est assez long à faire. Et voilà, vous le savez, l'objectif final de la roadmap et de ce projet-là, c'est d'implémenter un écosystème et d'implémenter les smart contracts. Ici, qu'est-ce que je vous ai mis? Ça, je vous l'ai déjà dit. Et donc, en gros, voilà, vous pouvez aller voir le testnet 11. Et c'est là où, le testnet, hein, c'est là où on a essayé de faire passer 10 transactions par seconde. Ensuite, sur Twitter, je vais vous montrer des images qui sont assez flagrantes. On voit l'efficacité de la technologie. Donc là, c'est l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, avec en live l'inscription de chaque bloc. Et on voit que c'est archi rapide. Et on voit que chaque nœud, chaque bloc peut être interconnecté. On passe maintenant sur Twitter. Je vous ai pris quelques tweets qui étaient assez intéressants. Ça me fait penser à l'adage dans les crypto-monnaies qui dit follow the miners, et ensuite je sais plus la moitié, mais en gros tu vas gagner de l'argent si tu suis les mineurs. Ok, c'est un critère, en tout cas pour moi, qui est indispensable lorsqu'on étudie un projet ou une blockchain en proof of work. Un des éléments flagrants de sa carte d'identité, on va dire, c'est son hash rate. Le hash rate, ça représente combien de mineurs sécurise la blockchain. Plus la hash rate est élevée, plus la blockchain est, on dit, entre guillemets, décentralisée, et plus la blockchain est sécurisée. Donc très important. Et donc lorsque le hash rate augmente ou continue à être haut, dans une tendance haussière, ça indique que la blockchain a une bonne santé. Et donc là, le prix de Caspa, on va le voir sur le graphique juste après, mais il a corrigé d'une quarantaine de pourcents. Mais pourtant, il y a quelques jours, on a connu l'ATH sur le hash rate de Caspa, qui est assez haut, et du coup, ça en fait une blockchain qui est déjà extrêmement sécurisée. Donc ça, c'est un excellent signe. Maintenant, voici le visuel dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a dit qu'il a été lucky enough, qui était assez chanceux pour enregistrer le paroxysme dans les transactions du nœud Caspa. Il me semble que c'était pendant le testnet. Voilà, je ne vais pas parler, hein, mais là, vous voyez tout simplement à quel point c'est révolutionnaire. Dites-vous que chaque petit nœud que vous voyez, c'est des transactions. Est-ce que vous voyez à quel point ça va vite? Donc là, c'était pendant le spike, le paroxysme, et on voit qu'après, ça va ralentir parce qu'il n'y a plus besoin d'aller aussi vite. Voilà, donc là, ça ralentit, et là, lorsque ça a besoin d'aller vite, et ça va très très vite. Et on voit qu'au milieu, on va dire la médiane, la ligne verte,
c'est, on va dire, la colonne vertébrale du bloc DAG. Et ensuite, chaque bloc qui va être fait en parallèle, ça va permettre d'être beaucoup plus scalable et va être relié, vous voyez, chaque bloc est relié à la colonne vertébrale. Donc par exemple, il y en a qui sont reliés directement avec la colonne vertébrale ici, et il y en a qui vont être reliés avec la colonne vertébrale plus loin là-bas. En gros, tout ça pour dire que chaque bloc est sécurisé, il est bien synchronisé, et ça fait que l'ensemble du réseau va être extrêmement scalable. Clairement, Caspar, c'est amené, si on est entre 10 et 100 blocs par seconde, ça va être une des blockchains les plus scalables de tout l'écosystème des cryptos. Et sur du proof of work en plus. Donc c'est vraiment, franchement, je pèse les mots, hein, mais c'est vraiment révolutionnaire. Ici, pareil, on a l'explorer de tous les blocs. Donc là, vous voyez à quel point ça va vite, avec tous les hashes, etc., de tous les blocs. Donc bref, c'est absolument énormissime. Et on va finir sur Twitter avec... Je ne vais pas vous dire que j'y crois, mais je vais simplement donner quelques indices, on va dire, et à vous de vous faire votre propre interprétation. Mais il y a quelques personnes qui ont aussi souligné des événements qui étaient intéressants et des événements des effets de ressemblance par rapport à Satoshi Nakamoto et le fondateur de Kaspa. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi et pour beaucoup de personnes, Kaspa est ce que Satoshi Nakamoto a voulu que Bitcoin soit. D'accord? Donc Bitcoin, ça remplit le rôle de l'or digital, c'est vraiment ça. Et dans cette optique-là, Kaspa, c'est vraiment l'argent digital utilisé pour du peer-to-peer cash electronic system. Qu'est-ce qu'on voit comme choses qui sont un peu troublantes par rapport à ces deux fondateurs-là? C'est que déjà, Jonathan Sampoliski, on peut écrire Satoshi Nakamoto avec. C'est quand même très bizarre d'avoir deux pseudonymes qui utilisent globalement les mêmes lettres de l'alphabet, c'est assez étrange. Deuxièmement, on sait que Satoshi Nakamoto a disparu des forums où il partageait le plus d'informations sur Bitcoin le 13 décembre 2010, et le Twitter de Jonathan Sampoliski, qui est le fondateur de Kaspa, a été créé en décembre 2010. D'accord? Donc bon, c'est un peu plus anecdotique maintenant. Et ici, on a un tweet de quelqu'un qui dit que 1 million de bitcoins, donc ceux de Satoshi Nakamoto qui n'ont jamais été bougés, ça veut dire qu'il est mort, etc., etc. Et on a Jonathan lui-même qui répond: je suis en vie, j'ai juste perdu mes clés privées. C'est évidemment une blague, mais quand même, ça attire un petit peu l'attention comparé aux ressemblances entre les projets de Kaspa, de Bitcoin et tous les petits détails que je viens de vous dire. Et si vous intéresse d'aller plus loin, il y a des vidéos sur YouTube qui vont exploiter des vidéos entières qui vont être sur cette théorie-là. Donc voilà, des dizaines de minutes, vous pouvez aller voir, c'est assez intéressant. Voilà sur le fondamental de Kaspa, je pense avoir été assez clair, je suis resté quand même assez concis, en vous expliquant simplement la tech qu'il y avait derrière Kaspa. Je vous avais dit que c'était Fair Launch, je vous ai dit voilà, le bloc DAG, comment ça fonctionne, la roadmap, je pense avoir été assez clair. On va maintenant attaquer directement le côté analyse technique. Donc moi, pour que vous sachiez, Kaspa, mon prix de revenu unitaire, il est ici. J'ai acheté Kaspa ici en 2 fois, mais je suis rentré de manière assez agressive. Et généralement, je remarque quelque chose chez les nouveaux, on va dire, ou même chez les gens qui sont déjà expérimentés, mais je trouve que les gens ont du mal à acheter une crypto qui a déjà fait x20, x30 par exemple. Et donc moi, si j'avais eu ce billet que j'avais avant mais que je n'ai plus, et ben ça m'aurait empêché d'entrer sur Kaspa. Parce que lorsque je suis rentré ici, Kaspa avait déjà fait x35, même plus, mais depuis que c'était sur les radars, ça avait déjà fait x35. Mais c'est pas grave en fait, je l'achète plus cher que les autres, oui, mais j'achète avec moins de risques que les autres. Donc pareil pour vous ici, si vous allez l'acheter 3 fois plus cher que moi, mais entre guillemets, vous allez l'acheter avec 3 fois moins de risques, parce que sa market cap va être 3 fois plus grosse, elle est sur 3 fois plus de watchlist sur CoinMarketCap, il y a 3 fois plus de demandes, etc., etc. Donc chacun achète Kaspa au prix qu'il le mérite, et c'est pas parce qu'une crypto a déjà fait x30 qu'elle n'a pas encore plein de gaz dans le ventre, quoi. On est, comme j'ai dit au début de vidéo, on est que, entre guillemets, que à 2 milliards de market cap. C'est une grosse market cap, mais c'est pas non plus énormissime comme du XRP ou du Cardano. Moi, en top de Bull Run, je vois Kaspa dans le top 10 largement. Donc c'est-à-dire que je vois un Kaspa entre 50 milliards de market cap et 100 milliards de market cap en étant assez normal. Voilà, j'ai pas la tête dans les nuages, quoi. Parce qu'entre 50 et 100 milliards de market cap, c'était les market cap du top 10 de l'ancien Bull Run. Donc maintenant, en considérant tout l'afflux institutionnel, le fait que chaque Bull Run est plus gros que celui d'avant, etc., on pourrait même avoir des targets qui sont un peu plus élevés que ça. Mais ça reste déjà des targets qui sont très élevés. Donc en gros, ça nous permettrait de faire entre x20 et x50. Donc ça c'est déjà très grand. Je vous cache pas, si ça fait x20, peut-être que j'aurais déjà commencé à vendre. Oui, j'aurais déjà commencé à vendre. Mais voilà, ma target réaliste, honnêtement, pour qu'elle se passe entre 50 et 100 milliards de dollars. Donc on est encore plutôt early. Si, comme moi, vous croyez à toute la promesse que ça apporte. Parce que pour moi, le fait qu'on ait un Kaspa, ça, comme un Alephium, j'ai fait une vidéo dessus aussi il y a pas longtemps,
mais ça enlève la nécessité d'avoir un Ethereum, on n'a plus besoin d'un Solana, on n'a plus besoin d'un EGLD, toutes les blockchains comme ça, les mais aussi toutes les layers 2 d'Ethereum ne servent entre guillemets plus à rien, parce qu'on pourra faire tous ces écosystèmes sur Caspa. Donc maintenant les nouveaux développeurs, ou même ceux qui ont déjà créé leur projet, eh ben, ils auront juste à redéployer leur projet sur Caspa pour profiter d'une infrastructure en proof of work qui est encore plus scalable, qui est moins cher. Donc je ne vois pas pourquoi, vu que moi j'y crois, hein, dans 5-10 ans, Ethereum sera dans le top 10 et pas Caspa par exemple. Donc par rapport à la masse d'un bull market, rien que niveau fondamental, on est encore early. Même sans parler du niveau technique, on est franchement early. Une crypto de 2 milliards de market cap, c'est pas si énorme que ça. Pour moi, encore une fois, c'est plus efficace que l'Ethereum. Si j'avais eu l'occasion d'acheter l'Ethereum à 2 milliards de market cap, bah aujourd'hui on s'en mord les doigts. Hein. Donc voilà, fondamentalement, on est déjà encore assez early. On arrive à prendre tous les smart contracts, etc. Niveau analyse technique. Donc maintenant, on va se mettre dans la peau de quelqu'un qui n'a pas de Caspa dans son portefeuille, qui regarde la vidéo et qui veut décider si oui ou non il faut en acheter. De manière générale, lorsque j'étudie une crypto-monnaie et que je n'ai pas l'habitude d'étudier, je commence toujours et je vous conseille de faire la même chose. Enfin, cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement, mais voilà. Généralement, moi, je pars de la plus haute time frame et je vais de plus en plus petit. Donc déjà, niveau weekly, on se met en weekly et qu'est-ce qu'on voit? On voit simplement que c'est... Rien que ça suffit, hein, mais on est dans une tendance haussière magnifique et ça respecte parfaitement ce qu'on appelle la théorie de dos. La théorie de dos, ça stipule qu'on a une tendance haussière lorsqu'on fait des hauts à chaque fois de plus en plus haut, des hauts pardon, de plus en plus haut et des bas de plus en plus haut. Donc à ce moment, on a beau être à moins 40% par rapport au top, franchement la structure en weekly elle est quand même magnifique et vous voyez qu'on a respecté ce gros support depuis très longtemps, hein, depuis fin 2022. Très bien. Niveau RSI, c'est la deuxième chose que je regarde lorsque je suis en weekly. C'est pas mal, on n'est pas encore au niveau des 50, ce serait idéal si on était au niveau des 50, parce que je rappelle qu'en bull run, généralement le RSI en weekly, il est aussi entre le 50 et les 100, et en bear market, il est aussi entre les 0 et les 50. Donc ça le RSI, ça nous montre qu'on a encore un peu de mou pendant peut-être un petit mois pour revenir chercher les 50. Donc ça c'est pas mal, mais c'est pas non plus exceptionnel. Mais déjà on n'achète pas un RSI à 70 en weekly. Donc sur ce point quand même on va dire qu'on est plutôt valide. Et le stochastique RSI, on est très bas. Ok, donc maintenant là j'ai tracé mes zones, ma trendline, mes zones de support et de résistance. On peut zoomer un peu sur nos time frames et on va arriver en daily. En daily on voit malheureusement qu'on est passé en dessous de ce gros support et que maintenant on vient de le confirmer parfaitement en tant que résistance. Donc là c'est ce qu'on a fait, on a breakout et on a pullback et ça annonce une tendance baissière. Mais ce qui vient contrecarrer ça, c'est qu'on a aussi regagné ce support horizontal. Ouais, ce support horizontal qui était devenu résistance et qui maintenant reconfirme comme tendance support. Donc franchement, oui, ça peut être en tendance baissière pendant peut-être 1, 2, 3 semaines, mais si comment vous... Après vos recherches, vous croyez un casse-pas sur le long terme, franchement j'y crois sur le vrai long terme là. Hein. Là on parle de plus d'un cycle, dans 5-10 ans, je pense qu'il sera encore dans le top 10. Franchement, est-ce que le fait de l'acheter là, ou là, est-ce que ça change beaucoup de choses? Ça peut changer 15-20%, d'accord. Mais si vous l'achetez là, bah déjà, psychologiquement, vous avez un bag. Mettez pas 100% tout de suite, hein, jamais. Mais au moins, vous êtes déjà dans le train et ça repasse à la hausse. Et bah, vous profitez de cette hausse-là, etc. Ça sert à rien d'être, pour moi en tout cas, ça ne sert à rien d'être super greedy et de vouloir la perfection sur des projets comme Caspa, comme Tao, qui sont clairement pour moi, des projets où on peut faire une fortune et qui sont rarissimes. C'est vraiment rarissime. Ok. Et sinon, lorsqu'on fait le Fibonacci de toute cette hausse, on est environ au moins 30%. Et si on repasse la TH, et bah ça nous fait un plus 50%. Donc clairement pour moi, je pense que c'est un bon point d'entrée. Malheureusement le stochastique RSI il est assez haut. Donc là, généralement moi je préfère acheter que lorsque le stochastique RSI il est à chaque fois au niveau des 30. Ici c'est un bon point d'entrée, il est au niveau des 30. Donc pourquoi pas peut-être mettre 25%, un tiers du bag que vous vouliez mettre sur Caspa, juste pour rentrer. Parce qu'on voit que le RSI en daily il est en dessous des 50, c'est plutôt rare quand même. Peut-être attendre une semaine ou deux que le stochastique RSI redescende, voilà, d'y voir plus clair, et pour ensuite, pourquoi pas faire un petit DCA sur 1 ou 2 mois, pas plus selon moi, parce que ça peut aller très vite. Hein. On voit que ici, bah, c'était en octobre-novembre, on est passé de... On a fait déjà un x3, alors que la crypto, elle valait déjà des centaines de millions de market cap. Donc ça va quand même assez vite. Je pense que si je devais faire un DCA dessus, je le ferais pas sur plus de 1 ou 2 mois. Également, pourquoi je dis ça? Parce que si vous regardez ma vidéo news de ce matin, on est dans un contexte macroéconomique qui est un peu spécial aussi. Le Bitcoin, c'est pas dit qu'il va pas rentrer jusqu'aux 32 000. À niveau macro, c'est pas top. Donc voilà. Donc je pense que pour initier une petite ligne, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre 25 et 30% one shot, moi c'est en tout cas c'est ce que j'aime bien faire. Ensuite, si ça redescend, et bah là je charge comme un mulet. Et si ça monte, bah, je continue DCA, DCA. Et je pense simplement que, comme actuellement,
lorsque je vous montre des prix comme ici, putain, j'aurais trop voulu acheter ici, j'aurais trop voulu acheter ici, etc. Mais celui qui a acheté ici, oui, il s'est mordu les doigts pendant 10 jours, mais à la fin, regardez, là, il est en x5, quoi. Et moi, je pense que dans quelques mois, dans 6 mois, 8 mois, 10 mois, et bah, ceux qui vont rentrer sur ce projet-là, ils vont regarder ces zones de prix qu'on a actuellement, en se disant exactement la même chose, tout simplement. Donc écoutez, voilà pour Caspa, ça a été une vidéo assez complète. Je l'ai faite sur l'ordi, sans trop de structure. Dites-moi si ça a été clair, c'est important pour moi, pour que je sache comment je vais faire mes prochaines vidéos de dossier. J'ai été pas mal dans les détails, sans être trop non plus, je pense. J'ai assez survolé tous les domaines, mais en revanche, je les ai tous passés, de la roadmap à la tech, au terme de transactions par seconde, etc. Et écoutez, bah, merci beaucoup pour votre attention. Sur ce, si vous avez apprécié, mettez-moi un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour la vidéo du jour, la quotidienne. Et je vous dis ciao ciao.